Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire La philosophie de soins en fin de vie, présenté par les Conseils de famille Ontario et le réseau francophone des Conseils de famille Ontario. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Taeyang et je suis le gestionnaire des événements et des projets au Conseil des familles de l'Ontario. Et nous avons comme invité les révérends Normand Blanchard qui sera présenté par Sylvie suite à mon introduction. Alors, avant de débuter, j'aimerais faire une reconnaissance des territoires. Je vous rejoins aujourd'hui à Toronto et nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous nous réunissons est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississaugas de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa et les Haudenosaunee et les Wendat, et abrite maintenant de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couvert par le traité 13 avec les Mississaugas du Crédit. Comme je l'ai mentionné, je vous invite à avoir la caméra ouverte pendant la présentation. Comme ça, on peut sentir qu'on est tous présents ensemble, mais d'avoir votre micro fermé pour éviter des doublons du son. Nous allons avoir une période de questions à la fin. Pour la période de questions, je vous invite à lever la main. Si vous êtes nouveau à utiliser Zoom, vous allez voir en bas, il y a une fonctionnalité de lever la main. Puis, quand on vous adresse la parole, vous pouvez allumer votre micro ou allumer votre caméra et poser votre question. Et comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en train d'enregistrer la présentation aujourd'hui. Ça va être disponible sur la chaîne YouTube des Conseils de famille Ontario la semaine prochaine. Vous allez recevoir un courriel avec ça aussi. Si vous voulez partager la présentation avec des gens qui n'ont pas été présents ou si vous voulez revisionner. Aussi, notez qu'il va y avoir un formulaire d'évaluation à la fin de la présentation qui va vous être partagé dans le clavartage, mais aussi par courriel. Alors, je passe la parole à Sylvie qui va présenter notre invité. Merci, Théane. Donc, moi, c'est Sylvie Sylvestre. Je suis la présidente du réseau francophone des conseils de famille Ontario. Je suis très contente de vous accueillir. Il y a plusieurs membres du réseau avec nous et puis de nouveaux visages aussi. Donc, bienvenue. Je vous présente le révérend Normand Blanchard qui œuvre dans le domaine du deuil depuis 45 ans. Il est en sa 13e année en tant que gestionnaire du programme de soins de soutien et de deuil à la Maison de soins palliatifs de Sudbury. Il est le fondateur et ancien coordonnateur et professeur du programme Formation en services funéraires du Collège Boréal. Il est diacre de l'Église anglicane du Canada depuis 2022 et il est membre de l'Association canadienne des soins spirituels et de l'Autorité ontarienne des services funéraires. Donc, bienvenue, Révérend Blanchard, à vous la parole. Merci beaucoup. Et, vous pouvez m'adresser en tant que, avec mon nom Normand, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Euh, c'est drôle, on parlait justement de ça avant de commencer avec Sylvie et Tanyang, qu'on m'avait donné une demi-heure au début de faire une présentation de 3 heures. Donc, on m'a donné une demi-heure de plus, donc je suis vraiment content. Merci beaucoup, Sylvie, de m'avoir accordé ça. Et puis, attachez vos ceintures parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais vous donner dans les prochaines 40 minutes pour essayer qu'on puisse avoir une période de questions et réponses à la fin. Donc, je vais commencer ma présentation. Voilà. OK, un instant. Ah, je pense que, juste un instant. Moi, je ne suis pas un techie, hein. Je vais vous dire ça tout de suite. Euh, voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? On ne le voit pas. Non. Non, OK, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas uploadé. Un instant, excusez-moi. Ça a marché, fait que on va trouver une solution. Euh, c'est ça. Donc, on commence avec Zoom. Je suis conscient du temps, là, c'est pour ça, un instant. Voilà. Oui, ça marche, là, il faut Ça juste avoir. marche. Puis là, on va essayer de. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, oui.
Ça marche, hein? OK, merci. Bon, voilà. Donc, pour commencer, j'ai pensé, bon, de clarifier ce qu'on veut dire par les soins en fin de vie. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'on veut dire par ça? Donc, le point de départ, c'est vraiment de clarifier vraiment le terme soins en fin de vie. Parce qu'il y a différents genres de soins en fin de vie. Le premier, c'est des soins préventifs. Ensuite, il y a des soins curatifs. Et ensuite, il y a des soins palliatifs. Pour la présentation d'aujourd'hui, je vais vraiment miser sur les soins palliatifs. Et puis, pour ce faire, il faut vraiment définir aussi qu'est-ce qu'on entend par fin de vie. Dans différents contextes, par exemple, dans le contexte de soins de longue durée, fin de vie peut impliquer des décennies, plusieurs années. Mais ici, ce qui constitue le terme fin de vie dans les soins palliatifs, vraiment, c'est euh, dans les soins palliatifs, c'est premièrement, les soins palliatifs, c'est de permettre le parcours naturel de la maladie qui va mener jusqu'à la mort. Hein? Et puis les soins palliatifs aussi, quand on parle des soins palliatifs de résidentiels, comme ici à la maison de soins palliatifs, euh, notre objectif, c'est de soulager les symptômes de la maladie. Hein? Et puis, c'est les soins palliatifs résidentiels incluent aussi l'accompagnement aux membres de la famille. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans d'autres genres d'établissements. Fin de vie, donc ici à la maison de soins palliatifs, le terme fin de vie implique un pronostic de 12 mois ou moins. Parce que les soins palliatifs dans notre domaine, dans le domaine des soins palliatifs, mettons résidentiels, on a aussi un programme dans la communauté. Donc, dans la communauté, pour accéder aux objectifs de la maison ici, c'est nous qui allons dans la communauté, qui apporte notre philosophie, si vous voulez, de soins à la communauté comme telle. On aide les gens, on aide on agit en tant que personne qui aide aux gens qui donnent les soins. Par exemple, consulter des médecins, consulter avec les soins infirmiers, consulter avec bon, les différents services qui sont offerts à la maison, à domicile. Donc, en communauté, le pronostic pour accéder à nos services, il faut que ce soit de 12 mois ou moins. Et pour accéder à la chambre ici, à la maison de soins palliatifs, le pronostic est de 3 mois ou moins. Donc, quand on parle de fin de vie pour nos services, c'est ça le terme que nous autres, on utilise, la durée de temps, c'est 12 mois en communauté et 3 mois dans la maison de soins palliatifs. Pour les soins de longue durée, par exemple, ça peut être beaucoup plus long que ça. Ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. Tout dépend, bon, si la personne est mourante ou non. Les soins palliatifs, ça ne veut pas dire qu'on va mourir demain ou la semaine prochaine. Donc, les soins palliatifs peuvent être prodigués sur une période de plusieurs années, par exemple. Donc, ça, c'est la première chose. J'aimerais partir avec ça à l'idée parce que les soins dans une maison de soins palliatifs à comparer à une maison de longue durée, soins de longue durée va être un peu différent. Mais ce que je veux vous parler aujourd'hui s'applique définitivement aux deux. Donc, la philosophie en soins de vie, notre philosophie ici à la maison de soins palliatifs, c'est ce qui importe à la fin de la vie n'est pas tellement de d'ajouter des jours à la vie, mais d'ajouter de la vie aux jours restants. Comprenez? Donc, ce n'est pas nécessairement de prolonger la vie, mais c'est d'ajouter de la qualité de vie ou de la vie aux jours restants. Même si on approche à la mort, la vie a quand même un sens. La personne qui est mourante a quand même un rôle, a quand même une raison d'être. Donc, notre philosophie vraiment mise là-dessus. Um, L'aspect fondamental vraiment à la maison de soins palliatifs, c'est que notre devise nous demande vraiment d'explorer le potentiel des gens.
Hein? Et puis ça pourrait se faire dans une maison de soins de longue durée aussi, puis je suis certain que ça se fait déjà, mais c'est d'être conscient des choses qu'on fait, explorer le potentiel. Par exemple, aider aux personnes et à leurs familles à explorer et réaliser leur plein potentiel, même à l'approche de la mort. Donc, la création de nouveaux souvenirs, par exemple. Parce que quand même que la personne est mourante, ici à la maison de soins de longue durée, on crée des nouveaux souvenirs. On fête Noël, on fête la fête de la personne, les anniversaires de mariage, etc. On fête quand même que c'est une place où les gens viennent mourir. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir et puis de nous croiser les bras puis d'attendre que la mort nous survienne. Il faut vraiment réaliser le potentiel ou aider aux gens à réaliser leur plein potentiel. Puis la réalisation de nouvelles expériences aussi. On a un beau jardin, on a on appelle ça le parcours du souvenir. On a un parc en arrière de notre maison. Il y a toutes sortes de choses. Des gens peuvent aller à la pêche s'ils veulent. Donc, il y a toutes sortes, parce qu'on est sur un lac. Donc, il y a toutes sortes de choses que les gens peuvent faire pour réaliser quand même une qualité de vie, quand même qui sont à l'approche de la mort. Une autre chose qu'il faut vraiment considérer par rapport à la philosophie de soins à la fin de vie, c'est le caractère unique de l'individu, le caractère unique de la famille, euh, le caractère unique de leurs circonstances, la maladie, par exemple, la dynamique familiale, etc. Il y a tellement de choses qui viennent, qui viennent à jouer dans le caractère unique d'une famille. Et puis le caractère du séjour. Qu'est-ce qui s'est passé avant que les gens nous arrivent? Puis quand même dans une maison de soins de longue durée, il faut quand même considérer ça. Qu'est-ce que c'est qu'est l'histoire de cette famille-là? Qu'est-ce que c'est qu'est l'histoire de cette personne-là? Afin d'être capable de vraiment bien prodiguer des soins en fin de vie, de façon, à explorer le potentiel de cette famille-là, il faut vraiment connaître un peu de l'histoire. Donc, ça, c'est une autre chose à considérer. Une autre chose aussi, c'est les croyances de cette famille-là, ou pardon, l'approche holistique. Je vais commencer avec ça avant les croyances. L'approche holistique, c'est vraiment de voir aux besoins physiques, psychologique et spirituel de la famille. Ces trois choses-là sont vraiment importantes parce que ces trois choses-là, c'est ce qui comporte la personne. C'est ça, l'existence de la personne est mise sur ces trois choses-là. Les besoins de la personne vont miser sur ces trois choses-là. Donc, il faut être conscient en tant que personne qui prodigue des soins de ces trois places-là, ces trois thèmes-là des besoins des gens qui nous viennent en aide. Donc, quels sont les besoins physiques, psychologiques et spirituels des gens qui nous viennent en aide? L'autre, c'est les éléments à considérer, c'est la croyance de la famille. Donc, il faut quand même respecter la croyance telle qu'elle l'est par la personne qui est mourante, puis telle qu'elle l'est par les membres de la famille. La mort peut être absolue. Qu'est-ce que que ça veut dire, ça? Donc, quand on meurt, puis that's it. Il n'y a rien après ça. Puis il y a d'autres gens qui croient que la mort, c'est une transition à quelque chose d'autre. Donc, de vraiment bien comprendre l'aspect croyance ou l'aspect spirituel, si vous voulez, de la personne, du membre de la famille ou de la personne qui nous vient en aide ici à la maison de soins palliatifs. Puis le défi parfois, c'est que la croyance de l'individu, du résident, peut différer de la croyance des membres de la famille. Donc, comment est-ce qu'on peut réconcilier ça en tant qu'expérience pour la personne pour le résident ou la résidente, pour qu'elle puisse vivre une fin de vie qui est de qualité et une fin de vie qui peut lui permettre d'explorer son propre potentiel. Une autre chose à considérer dans la philosophie des soins de vie, c'est des soins en fin de vie, pardon, c'est l'héritage de l'individu. Hein? On fait souvent ici à la maison de soins un bilan de la vie de la personne. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui, rendus à la fin de vie, se sentent qu'ils n'ont plus de raison d'être.
hein. Donc, aider aux gens de trouver leur raison d'être, même à la période de fin de vie, c'est très important. Faire un bilan de vie, ça donne sens à la vie de la personne, puis ça donne une raison d'être. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? En parlant à la famille, une question qu'on pourrait demander, par exemple, c'est qu'est-ce que c'est que la personne, ou votre maman, ou votre papa, ou votre frère, ou votre sœur, qu'est-ce que c'est qu'elle vous laisse en tant qu'héritage? Quelles sont les leçons qu'elle vous a appris ou qu'il vous a appris de la vie? Quelles sont les choses qui vont, desquelles vous allez vous rappeler après la mort de cette personne-là? Qu'est-ce que c'est que vous allez être capable de faire pour rendre hommage à la personne, à l'existence de la personne? Donc ça fait partie aussi de la philosophie, de la vie, puis de la philosophie de la partie de ajouter de la vie aux jours restants. C'est d'aider à la personne qui est mourante et à la famille de trouver un sens quand même à la vie, même à la période de fin de vie, à la période où ils attendent aussi, où ils attendent ou que à l'approche de la mort. Une autre chose à considérer, c'est nos propres valeurs en tant qu'établissement, hein. Et vraiment, il faut s'arrêter à ça. Puis en tant que conseil de famille, je suis certain que vous misez là-dessus beaucoup. Quelles sont les valeurs de l'établissement? Puis quelles sont nos valeurs en tant que membres de famille? Quelles sont les valeurs des gens qui nous viennent en aide, qui nous viennent pour de l'aide? Les gens à qui on prodigue des soins. Qui sont ces gens-là? Quelles sont nos valeurs? Est-ce que nos services reflètent la compassion? Est-ce que nos services reflètent la dignité de la personne? Est-ce que nos services reflètent, ou nos services, puis je parle de nos services, mais nos services incluent aussi nos relations, nos liens qu'on a avec ces gens-là. Il faut quand même créer des liens en tant que des gens, que les gens qui prodiguent des soins. Il faut avoir des liens, des relations avec ces gens-là. L'intégrité de nos services, le respect qu'on démontre envers ces gens-là, ça fait toute partie de la philosophie des soins en fin de vie, que d'ajouter de la vie aux jours restants, hein. Donc, comment faire, hein? Comment est-ce qu'on fait ça? Euh, oups, il manque quelque chose. Parce que je ne vois pas ma présentation. Bon, un instant, là, j'ai perdu ma présentation encore. Est-ce que vous voyez la présentation, là? OK, c'est moi qui ne la vois pas. Eh bon, OK. Bon, comment faire? Je m'excuse. Donc, une chose qu'on pourrait, mais en tant que conseil de famille de vos établissements, c'est quelle est la vision de l'établissement? Est-ce qu'on a déjà demandé à l'établissement? Est-ce qu'on s'assoit avec l'établissement pour créer cette vision-là en tant que conseil familial? Quel est le rêve de l'établissement? Quel est le rêve des membres de la famille? Quel est le rêve des résidents de votre établissement? Nous autres, c'est quelque chose qu'on fait souvent. On a un dialogue avec les résidents, puis on a un dialogue avec les membres de la famille. Souvent, les membres de la famille, comme vous d'ailleurs, c'est les membres de la famille qui ont fait l'expérience d'avoir un être cher dans un tel établissement, font partie souvent après la mort de la personne ou même durant d'un conseil quelconque pour bon, améliorer, pour encourager ce qui existe, de discuter, bon, qu'est-ce que c'est qui nous a été vraiment, qu'est-ce que c'est qui nous a aidé, qu'est-ce qui nous a été de valeur dans les services qu'on a reçus durant le temps qu'on a été ici à la Maison Soins Palliatifs. Donc, ces discussions-là sont vraiment importantes et nécessaires. Quelle est la mission de l'établissement? La vision, c'est un peu différent que la mission. La vision de l'établissement, c'est comme un rêve. Quel serait le meilleur de tout? On sait, avec tout ce qui se passe dans la vie, puis avec
les fonds qu'on reçoit du gouvernement, etc., puis les fonds des gens. Bon, nous autres, nos services ici sont gratuits, mais ce n'est pas le cas dans tous les établissements, spécialement de soins de longue durée. Donc, quel est leur rêve? Quelle est la vision, le rêve de l'établissement? Quels sont les rêves des résidents et des membres de la famille qui sont à cet établissement-là? La mission, on parle plutôt de comment est-ce qu'on atteint ce rêve-là? Comment est-ce qu'on pourrait atteindre ce rêve-là? Quelle est la fonction de l'établissement? Quels sont les services? Est-ce qu'on peut, avec les services qu'on a, atteindre le rêve auquel on anticipe, qu'on aspire? Quel est le mandat de l'établissement, puis quels sont les objectifs? Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment constamment, c'est continu, hein, cette approche-là de questionner nos fonctions, nos services, nos mandats, puis nos objectifs, c'est quelque chose qui n'arrête pas. Une stratégie, par exemple, un plan stratégique nous aide à faire ça, hein. La mise en œuvre, c'est la mise en action, le comment de la philosophie. Comment est-ce qu'on offre nos services? Quelle est la façon qu'on réalise notre mandat et nos objectifs? Le comment, c'est l'action concrète de ces choses-là, qui met en action notre service pour qu'on puisse atteindre peut-être un jour ou aspirer au rêve qui est le plus grand objectif de l'établissement. Donc, je pense que je suis allé pas mal vite avec les informations, mais dans une capsule, je voulais souligner ces choses-là parce que vraiment, c'est ça qui fait et c'est ça qui forme une philosophie dans un établissement, hein. Donc, je vais faire le bilan encore. Donc, la philosophie pour nous, à la Maison Soins Palliatifs, c'est vraiment, c'est de ajouter de la vie aux jours restants, hein. Puis vraiment, dans une maison de soins non durée, n'est-ce pas ça aussi? Hein? L'objectif une maison de soins de longue durée, c'est d'ajouter de la vie aux jours restants, hein? Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Puis la chose, c'est qu'est-ce que sont les choses à considérer, hein? L'aspect fondamental d'explorer le potentiel de tout le monde. Puis quand je dis explorer le potentiel, c'est du résident de la famille, mais aussi de l'établissement. Quel est le potentiel d'un établissement? Hein? Ça va être différent d'une place à l'autre. Puis d'explorer avec honnêteté, hein, ce qui est le potentiel de tout ça est très important pour essayer de marier, hein, les besoins des gens. Le caractère unique de l'établissement, de l'individu, des circonstances, du séjour, etc. Ça, c'est très important. Les éléments considérés, c'est l'approche holistique, hein, les besoins physiques, psychologique et spirituel, les croyances de la personne, l'héritage de l'individu, hein, qu'est-ce que c'est que la personne nous laisse en fin de vie, puis qu'est-ce que c'est qu'on peut accentuer pour aider à la personne de comprendre que oui, elle va mourir, mais il y a une partie d'elle qui va continuer à vivre, même si euh, souvent les gens qui n'ont pas de croyance à une vie après la mort, qui est correct, on peut quand même créer un aspect que, oui, cette partie-là de toi va vivre en moi parce que tu m'as enseigné cette partie-là de la vie qui était très importante, hein. Un autre élément, c'est nos valeurs en tant qu'établissement. Puis comment est-ce qu'on questionne ces valeurs-là? C'est quoi la conversation qu'on a avec soi-même, avec le conseil des familles et entre le conseil des familles puis les établissements, quelles sont les conversations qu'on peut avoir qui vont nous aider à peaufiner nos valeurs, les valeurs de compassion, de dignité, d'intégrité, de respect. Puis le comment faire, c'est bon, la vision, la mission et puis la mise en œuvre, la mise en action de notre rêve. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que j'élabore? Euh, N'importe quoi, n'importe quelle question, ça va être une bonne question. Je vous invite à les poser. Je ne vois pas de main levée, Normand.
J'aurais pu le faire en une demi-heure d'abord. Non, oui, Ah, Roland. j'ai des applaudissements. Rolande Lamoureux à la main levée. Oui, j'aimerais que tu me donnes un exemple d'une personne qui est allée dans la résidence et puis que vous avez été capable d'aller chercher chez elle son potentiel pour lui donner une plus grande qualité de vie. Ça peut être une personne en chaise roulante, tout handicapée, qui a de la misère à parler. Qu'est-ce que vous faites pour Il y a permettre à il y a- cette personne-là d'utiliser ce qu'elle a de potentiel? Mhm. Bonne question, Roland. Puis on le fait de tellement de façons que j'essaie de penser à un exemple concret. Ça peut être aussi petit ou aussi minime que on a un concert de Noël, les gens, il va y avoir une petite chorale qui va venir chanter pour nos résidents, et puis la personne ne peut plus marcher. Et puis puis elle ne peut plus sortir de son lit, par exemple. Puis elle se sent euh, pas capable, hein, de se rendre, mettons, à la salle à dîner. C'est un exemple vraiment minime, mais quand même assez important. On peut, nous autres, on suit pas les mêmes directives qu'un hôpital, par exemple. Euh, il y a des règlements dans certains établissements qui vont nous permettre de faire certaines choses qu'on ne peut pas faire à d'autres établissements. Ici, on va apporter tout le lit dans la salle à dîner pour que la personne puisse partager avec les autres l'expérience du concert. Ça, c'est juste un petit exemple, Roland. Une autre chose, c'est qu'on va faciliter des conversations entre les membres de la famille, puis la personne par rapport au, je vous parlais tantôt de, les valeurs et puis que l'héritage de l'individu. L'héritage de l'individu, là, ça, c'est vraiment important pour donner de la vie à la personne. Parce que souvent, en fin de vie, on se sent useless en anglais, c'est le mot qu'on utilise. Euh, mais c'est pas le cas. Et puis, c'est d'essayer de faciliter des conversations entre les membres de la famille, puis c'est là qu'on va aller. C'est l'héritage. Qu'est-ce que c'est que tu veux laisser à ta famille? Et puis, on va demander aux membres de la famille, qu'est-ce que c'est que vous avez retenu de votre expérience ou de votre relation avec votre mère? Puis, on a tellement des conversations riches à ce moment-là. Puis ça, c'est une autre façon de donner de la dignité à la personne, Roland. Est-ce que ça répond à ta question un peu? Puis, il y a tellement d'autres exemples que je pourrais te donner. Oui, j'aime bien le fait que on va chercher chez la personne souvent ils veulent laisser juste de l'argent, mais ils savent pas tout ce qui reste, qu'ils laissent de leur passage. De leur passage, de leur personne, exactement, Oui, exactement. Puis aussi, il faut réaliser, Roland, puis je parle à tout le monde, euh, que le sujet de la mort et du processus du mourant, c'est un sujet qui a été tabou pendant tellement longtemps. Puis moi, je me rappelle quand j'étudiais en 1977, euh, on parlait de ça justement, que une partie de notre rôle, ça serait d'éduquer la population pour inculturer la population à l'expérience de la mort et à l'expérience du séjour vers la mort. Puis je me rappelle que j'ai pensé à ce moment-là que oui, ça va prendre toute une vie à faire ça, mais je suis rendu maintenant à l'âge de 66 ans et puis vraiment, ça n'a pas bien en avancé dans notre monde, qu'on est encore réticent de parler de la mort. On le fait, puis il y a de plus en plus de gens qui sont capables de le faire. Puis on a fait beaucoup de travail, puis on en fait encore. Si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de ça. Mais je peux vous dire que la communauté, euh, euh, en général, a encore de la misère à discuter de la mort, puis de qu'est-ce que c'est qui arrive avant la mort. Il y a une peur, il y a une crainte. Et puis, on essaie de décortiquer cette crainte-là, de démystifier, si vous voulez,
la mort, puis qu'est-ce que c'est qui arrive avant la mort. Donc, la philosophie, c'est la fondation de cette conversation-là. Ce que je vous ai parlé aujourd'hui, j'ai choisi de parler. Il y a encore, comme je vous l'ai dit, c'est une présentation de 3 heures. Il y en a tellement à discuter encore. Mais je peux vous dire que ce que j'ai choisi, ce sont tous des fondations de nos conversations qu'on doit avoir avec les gens par rapport à ça. C'est vraiment, il ne faut pas avoir peur de parler de nos besoins en fin de vie. Hein? Euh, le deuil, les gens qui sont mourants sont en deuil. Une journée, ils marchent, l'autre journée, ils n'ont plus la capacité de marcher. Comment est-ce qu'on approche ce deuil-là? Mais il faut en parler. Souvent, les gens n'en parlent pas. On ne veut pas en parler parce qu'on ne veut pas blesser, on veut pas, bon, on veut pas un rock the boat en anglais qu'on dit, tu sais. Parce que les gens ne sont pas confortables à discuter de ces choses-là. Puis nous autres, en fin que membres des conseils de famille, puis en fait de travailleurs dans le domaine, il faut essayer de faciliter ces conversations-là, de montrer aux gens qu'il n'y a rien de mal, il n'y a rien. Mais nos apprentissages, on appelle ça des objets extérieurs. Quand on grandit avec des traditions. Est-ce que moi, je me rappelle, ma mère et moi, j'avais 5 ans, moi. Et puis, je me rappelle d'avoir porté un bandeau noir sur mon bras, puis on portait ça pour un an, imaginez-vous. En tant qu'enfant, je ne savais même pas c'était pourquoi cette affaire-là. Je ne faisais pas le lien. Hein? Mais les gens qui me regardaient, ils savaient que je portais ça parce que j'avais perdu quelqu'un dans ma famille. Des fois, dans ce temps-là, c'était plus facile d'être une personne endeuillée parce qu'on voyait les gens endeuillés étaient bien en noir ou bon, il y avait toutes sortes d'affaires que on avait des traditions, mais nos traditions nous ont enseigné des choses aujourd'hui aussi que c'est pas nécessairement des choses qui nous aident, si vous voulez, à avoir ces discussions-là. Il y a des choses qui sont épeurantes, des histoires qu'on a entendues en tant que jeunes par rapport aux funérailles, par des cercueils, puis d'être enterré en vie, puis toutes sortes d'histoires qu'on a entendues en tant que jeunes qui colorent vraiment notre approche vers la mort, notre approche à la mort, notre approche au deuil. Donc, il faut décortiquer ces choses-là en tant que membre de famille, mais en tant que travailleur dans le domaine, d'aider aux gens à décortiquer ces choses-là. Quels sont les mythes? Quelles sont euh, les vérités? Hein? Donc, il faut aider aux gens à faire ça. Puis ça, c'est tout dans l'éducation. Mais fondamentalement, la fondation, c'est la philosophie. Quelle est votre philosophie personnelle, hein, à l'approche de la mort? Ça va avoir beaucoup d'affaires avec la façon que vous allez projeter vos conversations de la mort avec quelqu'un. Hein? Donc, il faut vraiment se connaître, travailler ensemble pour essayer de décortiquer et d'éduquer nos conseils à ces établissements-là. Applaudissements pour ce que vous faites dans vos communautés par rapport à ça, parce que je trouve que c'est du gros travail. Puis des conversations, il faut les avoir. Puis c'est des conversations honnêtes. Hein? Don't try to sugarcoat, hein, nos conversations. Des fois, on fait ça pour essayer de garder la paix, mais des fois, hein, c'est toujours les gens qui parlent le plus fort qui ont le plus d'attention. Donc, des fois, il faut parler pas mal fort pour recevoir l'attention que nos bien-aimés ont. Les gens qu'on aime, qui méritent et qui nécessitent des services. Des fois, il faut parler plus fort que les autres. Donc, mais fondamentalement, il faut suivre une philosophie qui a de l'allure, une philosophie qui est bien fondée. Quelle est votre philosophie? Est-ce que vous avez déjà eu cette discussion-là en fait de conseil de famille? Quelle est la philosophie du conseil? Quelle est la philosophie des établissements avec lesquels vous travaillez? Ça, c'est toutes des choses que, bon, si vous pouvez vous mettre d'accord sur ça, puis de vraiment regarder de près ce que sont vos philosophies, ça va vous aider vraiment à avoir les conversations, puis de vraiment avancer dans vos actions vers vos visions.
des établissements de votre conseil? Oui, je crois que Hélène a levé la main. Est-ce que c'est ça, Hélène? Oui, c'était plutôt juste pour ajouter un commentaire. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit au sujet de l'importance d'en discuter. J'avais assisté à une présentation, c'était une travailleuse sociale qui parlait justement du même sujet, puis elle avait donné un témoignage à propos de sa vie personnelle. Elle était une jeune dame, disons peut-être, elle n'avait pas 40 ans, puis elle avait perdu ses deux parents, puis elle a expliqué, elle a décrit les deux situations, puis sa mère, je pense qu'elle avait 25 ans quand sa mère est décédée, puis c'était une expérience complètement différente de quand son père est décédé. Oui. Avec sa mère voulait pas parler de la mort, c'était pas quelque chose qui avait discuté. Puis elle disait comment est-ce qu'après la mort, comment ça avait été difficile pour la famille de gérer tout ça. Oui. Puis, tandis qu'avec son père, quand il est décédé plusieurs années plus tard, il y avait eu les conversations, il y avait discuté de tout ça, puis c'était tellement une expérience différente, puis beaucoup plus facile que lorsque sa mère est décédée. Donc, c'est ça qui m'a fait réaliser l'importance d'en parler parce que, surtout si c'est toi qui es en fin de vie, ben, tu veux faciliter les choses pour ta famille. Puis ça, Oui. c'est une façon de le faire. Puis merci Hélène, c'est un très bon commentaire. Faut pas oublier, Hélène, aussi que nous autres, on voit l'expérience du vécu par notre propre vécu. Mhm. N'oubliez pas ça. Il faut s'arrêter vraiment à l'expérience de l'autre dans ces situations-là. J'ai parlé vraiment du caractère unique tantôt. Une chose à considérer quand on a ces conversations-là, c'est le caractère unique. Mais toi, tu as ton caractère unique. C'est ça ta connaissance. Tu connais pas autre chose. Tu connais ton expérience. Et puis là, il faut vraiment s'ouvrir quand on a ces conversations-là, en tant que conseil spécialement, aux, aux expériences des autres, puis de vraiment bien écouter à l'expérience de l'autre, puis qu'est-ce que c'est qu'on peut apprendre de l'autre. Ça fait partie aussi de la philosophie. Quand on parle les éléments à considérer, le caractère de l'expérience de l'autre. Je vais donner un exemple, Hélène. Souvent, on parle de, bon, quel que est le plus facile, de perdre un être cher à jeune, un enfant par exemple, euh, c'est une expérience, ou un frère ou une sœur qui est jeune, dans leur trentaine, quarantaine, ou de perdre, euh, je vais donner un autre exemple. De perdre un enfant, mettons, qui a 2 ans, ou de perdre un enfant qui a 75 ans. Lequel qui est le plus difficile? On a toute une réponse dans la tête comme c'est là. Hein? Vous avez toute une réponse par rapport à votre propre vécu. Mais il faut s'arrêter des fois à la mère qui a 95 ans, qui a perdu son fils de 75 ans, qui est quand même son fils, qui est quand même son enfant. Voyez-vous? Ça l'est différent, il y a une dynamique qui est différente. Il y a l'approche. Ah ben, mon enfant de 3 ans n'a pas eu l'expérience de vie, etc. Donc, il y a toujours une différence. Mais quand même, l'aspect, le deuil, numéro un sur l'échelle du deuil, le plus intense, c'est la perte d'un enfant, point. Peu importe l'âge de l'enfant. Voyez-vous? Donc, il faut s'arrêter à l'expérience de l'autre. C'est là que le caractère unique de la situation, de la circonstance, vraiment, il faut prendre ça en considération. Il faut vraiment penser à l'expérience de l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'autre personne vit en ce moment? Puis d'avoir la discussion par rapport à leur expérience. Tu as raison. Moi, je me rappelle quand ma mère est morte, c'était une chose. Mais quand mon père est mort à l'âge de 21 ans, puis on parle d'être orphelin, hein? Le concept d'orphelin. Ben, tu peux avoir ce feeling-là, ce sentiment-là, comme à l'âge de 40 ans. Si tu perds ton deuxième parent à l'âge de 40 ans, il y a quand même tout le concept d'être orphelin. On se sent orphelin. Hein? Donc, à l'âge de 21 ans, c'était la perte de mon deuxième parent, mon père, mais il y avait aussi le sentiment de, OK, je suis seul, maintenant j'ai plus de parents.
Donc ça vient à l'encontre ou à l'encontre, ça vient affecter, si vous voulez, je vais utiliser ce terme-là plutôt, le deuil. Donc encore le caractère unique de la famille, de cette famille-là. Votre caractère unique, Hélène, à comparer au caractère unique de Jovette, par exemple, c'est deux différentes vies, puis il faut s'arrêter vraiment à cette expérience-là. Puis je pense que c'est ça qui est difficile dans notre rôle en tant que membre de conseil de famille. Dans les foyers de soins de longue durée, c'est toute l'affaire de l'institution, puis il essaie de rapporter toute l'idée de les soins centrés sur la personne, puis c'est exactement ça. Puis on dirait que pour certains foyers, ils ont donc de la difficulté avec ça. C'est comme apprenez à connaître vos résidents, Oui. qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs souhaits, apprenez à connaître les familles. Donc, c'est vraiment un défi que je... Les conversations par rapport au conseil de famille, Hélène, pourraient peut-être, puis vous le faites déjà probablement, mais pourraient miser plus sur la vision de l'établissement, puis la mission, puis comment est-ce qu'ils font? C'est l'action dans ça. C'est Donc, l'action qui manque parfois. Ils ont la vision, la mission, c'est tout beau, là, c'est tout encadré, mais comment est-ce qu'ils font c'est l'action. Ouais. pour réussir ça? OK. Très bon commentaire. Merci, Hélène. Oui, on a une question de Jovette. Jovette, Commentaire oui, de Jovette. Oui, c'est justement suite à ce que Roland et Hélène ont dit. Moi, c'est pour peut-être mentionner ce que vous pouvez apporter le plus dans une maison de soins palliatifs, c'est la compassion. Ma sœur a eu la chance, puis je dis a eu la chance d'aller dans une maison palliative pour sa fin de vie. Elle a reçu des soins extrêmement adéquats à ses demandes. Et puis, la compassion était incomprenable, comme surprenante, puis tellement belle par rapport à ce qu'elle aurait eu à l'hôpital ou dans un soin de longue durée. C'était un centre beaucoup plus petit. Il n'y a pas 160 résidents dans les maisons palliatives. C'était du 1 sur 1. Un soir, elle a même demandé, moi, j'aimerais avoir un souper spécial avec ma meilleure amie puis mon chum. Ils ont dit oui, apporte tout ce que vous voulez. La bouteille de vin, si tu veux. Elle a eu la chance d'avoir son petit verre de vin avant de mourir, avant de partir, parce que c'est ça qu'elle aimait faire avec ses amis, avec ses enfants. Puis ses enfants étaient entourés toutes eux autres. Dans un hôpital, je ne pense pas qu'elle aurait pu faire ça. Dans un soin de longue durée, peut-être à la cachette qu'on aurait pu faire ça. Mais je lève mon chapeau aux maisons de soins palliatifs parce que c'est vraiment, vraiment un besoin pour les gens en fin de vie, définitivement. Bravo, Merci belle présentation. Merci pour ton commentaire, Jovette, puis tes compliments. J'aimerais ajouter quelque chose que tu as dit. Tu as utilisé un mot qui est très intéressant, que les services étaient adéquats. Ça, c'est un bon mot, mais en tant que prodigueur de services dans une maison de soins palliatifs, il faut aller au-delà de l'adéquat. C'est ça notre mandat. C'est ça encore la philosophie qui nous mène à faire ça. Il faut dépasser les attentes. Puis on le fait souvent. On a eu des mariages ici, une personne que ça faisait 20 quelques années qu'ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble, puis ont décidé, OK, on veut se marier, mais là, lui, il était mourant, il y avait juste quelques semaines à vivre. On dit, ouais, nous autres, on peut faire ça ici. On a converti la salle de dîner en chapelle, puis on a eu un mariage, puis ça fait 2, 3 mariages qu'on fait ici à la Maison Soins Palliatifs. Puis c'est pour encore rencontrer les besoins, mais c'est plus qu'adéquat. Ça dépasse les attentes. Il n'y a pas de limite. Il faut enlever nos limites. Puis c'est ça qui est le challenge, je pense. Si tu veux comparer, je ne veux pas comparer parce que quand même les hôpitaux ont des bons services, puis les maisons de soins de longue durée aussi ont des bons services. Euh, mais il y a des limites dans ces places-là. Ici, il y a moins de limites, si vous voulez. On en a, mais on peut dépasser ces limites-là souvent. Et puis, c'est là qu'on peut donner des services que les gens ne s'attendent même pas à ces services-là. Comme 3 heures du matin, la personne veut manger, bon ben, il y a quelqu'un qui va aller lui faire un mets dans la cuisine.
il y a toujours quelque chose comme ça qui se passe dans cette maison ici. Puis c'est ça qui nous encourage, nous autres, à continuer à faire notre travail dans cette place-ci. Il y a des gens qui nous demandent souvent, ah, ça doit être difficile de travailler dans une maison de soins de longue durée, puis de maison de soins palliatifs. Puis la réponse à ça, c'est non. C'est pas difficile du tout parce qu'on a une mission, on a une vision, puis quand une personne meurt, on peut vraiment se rassembler en tant que travailleur puis dire mission accomplie. Hein? Une bonne mission accomplie. La personne est morte non, en paix avec la famille autour. Ça n'arrive pas toujours comme ça, mais la plupart du temps, c'est ça, qu'on a été capable de démontrer de la dignité, de l'intégrité, le respect. Mais quand tu peux faire ça, rendu à la fin, la mort, c'est plus une chose négative. Hein? C'est une expérience positive. Puis si les gens nous reviennent après, puis qu'ils nous disent ça, puis souvent on l'entend, ça, tu viens de le dire avec ton expérience. Donc, euh, nous autres, en entendant ça, si on entend ces mots-là, ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien. On fait quelque chose qui a marqué la vie de ces gens-là. Puis souvent, ces gens-là vont venir faire du bénévolat ou ils vont s'impliquer d'une façon ou d'une autre à la maison de soins palliatifs. Donc oui, tu as raison, c'est de dépasser les attentes des familles. Le service adéquat, c'est quand même bien, mais il faut quand même, en tant même que membre de vos conseils, si on vise pour l'adéquat, vous allez avoir moins que d'adéquat. Si on vise pour quelque chose de plus qu'adéquat, vous allez avoir l'adéquat, puis peut-être un peu plus. Donc, c'est ça, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis je l'ai dit tantôt, hein, c'est toujours les personnes qui parlent le plus fort qui vont recevoir l'attention. Et puis, parlez fort. C'est juste ça. Bâtissez votre philosophie autour de ça. Merci. Oui, Hélène, vas-y. Je suis juste curieuse parce que je sais qu'à la fin de la vie, souvent, il y a des gens qui sont à l'hôpital, puis il y a des dynamiques de famille assez, on va dire, intéressantes. Mm. Comment est-ce que vous faites pour gérer quand il y en a qui arrivent et sont en chicane depuis des décennies, puis là, ils se retrouvent ensemble, puis ça doit être difficile à Oui. gérer OK. la Donc, on stabilité. a nous autres un service comme à l'hôpital, on a un service de soins de soutien, supportive care qu'on appelle en anglais. Donc, c'est mon programme, le programme de soins de soutien de deuil. Le programme de soins de soutien, on fait beaucoup ça, ces choses-là. C'est d'essayer de naviguer les dynamiques familiales. On a quand même des règlements dans la maison, hein, c'est très beau ici, puis ça va bien. Mais encore, on a Parce quand que même ça des doit être règlements. de la médiation, des fois. Ben, c'est pas toujours de la médiation, une conscientisation, Hélène, vous pouvez pas agir comme ça ici. Parce qu'on a 20 familles. Ouais. Et puis, votre querelle que vous avez eue dans votre chambre, on l'a entendu dans le couloir, puis ça, on peut pas accepter ça. Donc, on est franc avec les gens quand même. Il y a des règlements à suivre. D'autres, ça va être d'essayer de conscientiser, parce qu'il y a des gens qui sont tellement habitués à ces dynamiques familiales-là qui ne savent même pas qu'ils sont en train de les exposer. Hein. Donc, ça, des fois, c'est juste une conversation, une conscientisation de dire aux gens, savez, euh, votre personne qui est mourante, c'est très important d'essayer de créer une atmosphère de paix dans la chambre pour que la personne puisse mourir en paix. Sinon, ça peut affecter le processus de la mort de cette personne-là. Puis vous ne voulez pas avoir ça sur la conscience. C'est vrai. C'est des conversations franches comme ça qu'il faut avoir dans ces situations-là. Parce qu'écoutez, à la fin de vie, là, il n'y a pas deux chances. Vous avez une chance de faire les choses, puis de bien faire les choses. Donc ça, c'est important. Moi, j'ai un boss qui m'avait dit ça en tant que jeune homme, j'avais dans ma vingtaine. Hein? You only have one chance to do this. Hein? On ne peut pas répéter la scène de la mort de quelqu'un. Hein, ça arrive une fois. Donc, il faut vraiment essayer de conscientiser les gens à ça.
parce qu'ils ne pensent probablement pas à ça. Puis les autres aussi sont en deuil. Des fois, la dynamique, c'est pas une dynamique familiale qui est normale pour cette famille-là, même. C'est juste le deuil qui est en train de, bon, de venir à accentuer ou exacerber la dynamique qui existe déjà dans la famille. Donc encore, c'est de conscientiser. Notre rôle, le plus souvent, c'est écoutez, on ne peut pas arranger les concepts et les dynamiques c'est pas notre rôle de fixer ou d'arranger les dynamiques familiales. C'est d'aider à cette dynamique-là à naviguer cette circonstance ici de fin de vie. C'est ça notre rôle. Encore, c'est de savoir qu'est-ce qui est notre rôle là-dedans. Hein? Faut pas aller se mettre le nez où on n'a pas d'affaires. Là. Il y a certaines circonstances que, bon, c'est pas notre affaire. Mais si ça dérange l'autre famille qui est juste à côté, si ça dérange quelqu'un, n'oubliez pas, la compassion, hein, dignité, intégrité et respect. Est-ce que cette famille-là, en faisant ces actions-là, va enlever de la dignité à la mort d'une autre personne qui est dans la chambre à côté, par exemple? Donc, ça s'applique à tout le monde, hein? Je, Très rare que ça arrive, très rare que ça arrive, Ceylan. Mais quand ça arrive, il faut avoir le skill puis l'outil de savoir comment aider aux gens. Vraiment, le concept, c'est d'aider aux gens à naviguer cette circonstance-là ou cette période de vie-là. Hmm. je vois le temps filer. Je Oui, vois que Taeyang, il y avait quelques petits suivis à faire. Euh, Moi, de mon côté, ce qui m'a beaucoup le plus touché, c'est que je vois que le sujet de la mort et du mourant continue d'être un tabou dans le foyer de soins de longue durée où mes parents ont été. oui, Donc, il faut vraiment, comme conseil de famille, aborder la discussion. Puis on commence parce que maintenant, une philosophie de soins de fin de vie doit être développée, puis c'est dans la loi sur le redressement des soins de longue durée. oui. Puis combien En de gens? bien, c'est encourageant. Je vous remercie beaucoup. Et Bienvenue, ça me fait plaisir vraiment. J'espère que ça a répondu à votre demande par rapport à la présentation que j'ai donnée. La philosophie, c'est la fondation de nos services. Puis je pense que c'est ça qui est le message que j'ai essayé de donner aujourd'hui. Merci beaucoup. c'est Merci réussi. beaucoup. Oui, merci. Taeyang, vas-y. Oui, merci beaucoup, Sylvie, puis Révérend Normand, pour votre présentation. C'est toujours un plaisir de faire ces présentations-là avec le réseau. Euh, Je voulais juste vous partager que ça, c'est le formulaire d'évaluation de la présentation. C'est dans le clavardage. Je vais aussi vous l'envoyer par courriel. Ça peut prendre 2 minutes pour le remplir. Et aussi, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, le Conseil des familles Ontario prépare une conférence dans 2 semaines, une semaine et demie maintenant, c'est bientôt. C'est la deuxième semaine en juin. C'est le 10e anniversaire des Conseils des familles Ontario en tant qu'organisation indépendante. Et c'est 2 journées, c'est hybride, c'est en personne à Hamilton, puis aussi en ligne. Et on veut avoir des participants, on veut vous voir participer à notre événement, que ce soit en personne ou en ligne. Je vous partage un code que vous pouvez utiliser pour l'inscription si ça vous intéresse. C'est des billets complémentaires, fait des billets gratuits. Aussi, là, je vais partager le lien euh, de l'événement. Mais c'est ça, je voulais juste faire un petit plug pour ça. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés aussi, sentez-vous à l'aise de partager le code. Est-ce que je peux donner un petit plug pour l'évaluation, s'il vous plaît? Ouais, L'évaluation, c'est crucial pour nous autres parce que c'est ça qui nous aide à améliorer nos présentations et aussi, c'est de là qu'on reçoit nos fonds pour continuer à être capable de faire de l'éducation en communauté comme j'ai fait aujourd'hui. C'est de savoir, ils veulent savoir que ce qu'on a fait, ça a bénéficié les gens, tout simplement. Donc, votre évaluation nous est très de grande valeur. Merci beaucoup. merci. Je partage aussi, j'ai vu que Sylvie a partagé le courriel du réseau. Je vais partager mon courriel aussi pour tout ce qui est événement. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Alors, ça a été la présentation a été enregistrée, puis ça va être disponible la semaine prochaine sur la chaîne YouTube des Conseils de Famille Ontario.
Et merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Une bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.